Mesdames, Messieurs, bonjour, cher public des EPN, soyez les bienvenus à ce nouveau webinaire que nous avons le plaisir de vous proposer ponctuellement. On essaye de vous proposer des formations, que ce soit ici en présentiel ou à distance comme aujourd'hui. Un petit webinaire où on va parler d'intelligence artificielle, évidemment, c'est le sujet qui est sur toutes les lèvres depuis déjà un petit temps, maintenant, l'air de rien, depuis l'émergence de ChatGPT. Je ne serai pas seul, bien évidemment. Aujourd'hui, j'accueille mon duo de formateurs. On est à 3 aujourd'hui. Bonjour à Aurélie et à Franck. Bonjour. Bonjour Adrien. Vous allez bien? Très bien, très bien. Pas trop de stress. Vous êtes des habitués finalement un petit peu des webinaires et de donner des formations puisque vous êtes avant tout technopédagogue. Est-ce que vous pouvez un peu vous présenter, nous dire en quoi consiste votre métier? On commence honneur aux dames par Aurélie. Notre histoire est un petit peu liée, alors ne soyez pas étonnés si nous sommes proches, parce que nous sommes un couple de technopédagogues. Donc voilà. Ça couple à l'écran comme à la vie. Exactement. C'est la première fois. C'est très beau. Et donc, nous sommes tous les deux formateurs en technopédagogie et ces dernières années, avec l'émergence de l'IA, on s'est spécialisé dans ce domaine, effectivement, et on suit de très près l'actualité sur l'intelligence artificielle en éducation. Tout à fait. Donc, on a un site où on référence énormément d'outils, mais également d'articles. On est à, je pense, un bon millier d'articles sur IA, notamment sur l'enjeu. On y reviendra par la suite. Et on donne des formations régulièrement là-dessus, sur le sujet. D'ailleurs, si Héloïse ou Eric peuvent partager le site donc des rocs durs, c'est votre nom. C'est vrai qu'avant, moi, j'ai déjà souvent entendu parler de vous, les rocs durs et les rocs durs. Je ne savais pas, je pensais que c'était une école, moi, au début. Mais non, c'est un duo qui se cache derrière. Aurélie, je vais t'inviter à partager ton écran parce que ce sera toi et Franck qui aurait la main mise sur la présentation. Je vous donne quand même les résultats du petit sondage qu'on a posé. Donc, à savoir quelle place occupe l'IA dans votre quotidien en EPN. Alors, c'est assez intéressant parce que 39% d'entre eux l'utilisent régulièrement déjà en EPN. 24% nous disent je ne l'utilise pas, mais je suis curieux. 18%, je l'ai testé en EPN, mais sans l'intégrer pleinement. Je pense que c'est beaucoup de monde aussi. On a un peu bidouillé et puis on s'est arrêté là. 18% également l'utilisent en privé, mais pas en EPN. Mais en tout cas, 0% d'entre eux, personne dans la salle, ne trouve qu'il n'y a pas d'intérêt à l'IA. Donc, on a un public qui est quand même déjà conquis, entre guillemets, par l'IA. Et donc, aujourd'hui, oui, c'est ça, réceptif. Et aujourd'hui, le but, c'est finalement, on ne va pas s'intéresser à rentrer dans le vif du sujet de tiens, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA? C'est plus brosser un périmètre général parce que l'IA, elle suscite plein de questions. On va voir de différents ordres, je ne vais pas vous les spoiler. Mais l'idée, c'est d'aborder dans un spectre un petit peu différent d'habitude finalement d'utilisation des outils. Quelles sont les questions que suscite l'IA et quelle utilisation finalement on doit en faire? Tout à fait. Ici, on est plutôt dans la réflexion par rapport pourquoi l'usage et ce que sous-tend ce pourquoi l'usage plutôt que le comment en fait. C'est ça. Et donc, on est parti, on va appuyer sur le petit bouton start, ça fait un peu jeu vidéo. Et on va commencer par les objectifs finalement du webinaire. Donc, dans un premier temps, une partie plus courte que l'autre, on va essayer de clarifier ce qu'on entend par les enjeux de l'IA, en quoi ils sont importants. Pour ça, on va devoir déjà essayer d'appréhender un peu mieux ce qu'est l'IA, déconstruire un peu ce mot IA, et ensuite de voir un peu comment ça fonctionne. Ensuite, on embrayera sur les principaux enjeux de l'IA, qui est une vision plus méta de la chose. C'est parti. Alors, on a la petite table des index. Donc là, vous pourrez, lorsque vous recevrez le Geniali, directement vous balader dans cette table. Et ici, on va tout brosser, bien évidemment. Et on va commencer par les applications de l'IA. Et vous avez mis une superbe slide question. Je ne dois même pas m'en occuper. On va vous demander de répondre dans le chat ici. On n'a pas ouvert de Wooclap pour l'occasion. Mais voilà, finalement, dites-nous un peu dans quel domaine de notre société l'IA s'applique-t-elle aujourd'hui? Dans quel domaine est-ce qu'on la retrouve finalement, cette IA? Dites-le nous dans le chat. Je vois l'IA plutôt, ou plutôt les IA, nous dit Philippe. Donc, il est déjà. On verra effectivement lors de la présentation qu'il y a plusieurs types d'IA. On ne va pas y répondre tout de suite. On ne va pas se spoiler. On ne va pas spoiler la présentation. Mais donc, dites-nous dans le chat dans quel domaine, tout simplement, de la société est-ce qu'on retrouve l'intelligence artificielle? Eric vous a mis
l'indication. Vous pouvez répondre ici. Merci Eric, notre guide lors de ce webinaire, le guide des EPN. Alors Guillaume Dupri, que l'on salue, qui était venu donner un webinaire d'ailleurs à l'époque sur comment gérer un peu ces chiffres en EPN, nous dit recherche d'informations, moteur de recherche, chatbot, dans la santé, lettre de renoncement, la retouche photo. Sylviane, elle le résume un peu partout, hein, finalement. Et c'est vrai que c'est la meilleure des réponses, hein, c'est qu'on la retrouve effectivement un peu partout, cette IA. Franck, Aurélie, d'ailleurs, vous allez nous montrer. On va essayer de brosser effectivement un panel déjà des usages, de la présence de l'IA dans nos sociétés. Voilà, c'est pas nouveau. C'est déjà utilisé depuis plusieurs années, mais en fait, il y a quelque chose qui est assez marrant. On s'est rendu compte dans nos lectures, hein, c'est que quand quelque chose est institutionnalisé, en fait, même si c'est de l'intelligence artificielle, on ne parle plus d'intelligence artificielle, en fait. Et donc, les traducteurs, des choses ainsi, ben voilà, ça fonctionne depuis des années avec l'intelligence artificielle. Alors ici, ben, dans le domaine de la santé, hein, par exemple, on retrouve effectivement, comme ça a été cité dans le chat, pour permettre d'aider au diagnostic de maladies. Dans le domaine des transports, il y a aussi pas mal d'usages de l'IA, notamment pour les géocaliser les camions entre eux. Dans les firmes, l'éducation, il y a tout un développement d'un mouvement actuellement sur le tutoring individualisé via l'IA. Il y a beaucoup de promesses en termes d'éducation. Hein. La consommation, mais ça, je pense qu'on en est tous conscients, hein, ça soit les suggestions ou les recommandations de produits sur base de nos historiques personnels ou d'algorithmes X ou Y qui mesurent, calculent tout ça. La finance, hein, par exemple, pour l'obtention d'un crédit. On en reparlera parce que là… Ça fait débat. Hein, oui, tout à fait. La sécurité, effectivement, la sécurité nationale, on parle parfois de reconnaissance faciale, on en reparlera aussi parce qu'il y a des cadrages en Europe qui se mettent en place, mais effectivement, dans certains cas, ça peut être utilisé. Le travail, effectivement, hein, dans le recrutement, dans l'évaluation des performances, lors d'enregistrement de réunions aussi, et l'environnement aussi, l'usage de l'IA dans l'environnement pour gérer, par exemple, la surveillance environnementale, mais pas que. Il y a même des développements de solutions environnementales qui sont arrivés par l'émergence de l'IA. Et alors, ce qui est comique, c'est comme tu le dis, c'est que l'IA, finalement, elle était institutionnalisée, elle était là sans qu'on s'en rende un peu compte. Et pourquoi est-ce qu'il y a finalement un intérêt maintenant, une émergence de cette question de l'intelligence artificielle? Le développement de l'intelligence artificielle générative avec ChatGPT, Gemini, voilà, qui a mis la question d'intelligence artificielle sur le devant de la scène. Alors, ce qu'on utilisait avant, c'était pas de l'intelligence qu'on utilise encore maintenant et on va dire les plus importantes applications basées sur IA ne sont pas de l'intelligence artificielle générative. Mais là, ça a quand même fait un gros boom, on en rediscutera, et ça porte en soi pas mal d'enjeux, et ça a remis sur le tapis la question de l'intelligence artificielle qui était déjà en soi présente dans nos sociétés. Et donc, on arrive finalement au cœur de notre présentation. C'est pourquoi finalement cet intérêt, pourquoi est-ce que l'IA suscite autant d'enjeux finalement, et qu'on en fait un webinaire d'ailleurs. Tout à fait. Déjà, ça pose pas mal de questions éthiques, sociales, voire philosophiques, hein, parce que ça va avoir un impact sur l'emploi, sur notre vie privée, sur les prises de décision, on vient de le dire, hein, lors d'un recrutement par exemple, ou de l'obtention d'un crédit. Et la question de la responsabilité également, parce que voilà, s'il y a IA et qu'il y a prise de décision, voilà, s'il y a mauvaise décision, quelle est la responsabilité de l'IA, quelle est la responsabilité de l'homme? Il y a tout un questionnement à avoir par rapport à ça et des normes législatives qui doivent se développer. Et justement, c'est un gros questionnement parce qu'actuellement, l'évolution de l'IA est tellement rapide que d'un point de vue législatif, ça ne suit pas. Et donc, finalement, on se retrouve avec des technologies qui ne sont pas cadrées parce que tellement ça va vite. Et ça bouge tout le temps. Et donc, exactement. Une fois qu'on fait une loi, finalement, elle est finalement obsolète parce que la technologie a évolué. Donc, oui, ça pose énormément de questions à ce niveau-là. Tout à fait. Alors, ça va induire effectivement, et ça induit déjà des changements très profonds dans beaucoup de secteurs, parce qu'en fait, les capacités à traiter les données, à les analyser, elle est beaucoup plus importante quand elle est réalisée par une intelligence artificielle que par un humain. Il y a des capacités de calcul nettement plus développées. Et donc, ça va avoir un impact sur des secteurs tels que la santé, les finances, la sécurité, permettant un développement également à ce niveau-là. Toujours avec une pensée, on va dire, sur les enjeux qui doit être en dessous. Mais il y a un développement technologique dans ces domaines qui est présent. Et alors,
corollaire, la nécessité de former le citoyen et de permettre les transitions et l'adaptation professionnelle à cette société qui se met en place. Parce que l'IA, elle est là et elle ne va pas partir du jour au lendemain. Donc, il va falloir à un moment qu'on arrive à coexister, à collaborer, à co-travailler avec cette IA. C'est ça. Et c'est peut-être un point que je spoil un petit peu, mais finalement, ici, vous parlez bien de coexister, de collaborer, que tout de suite, on est venu en disant « Oh, ça va remplacer plein de boulot ». La question, elle est un peu plus complexe que ça. Le débat s'articule et que finalement, l'humain aura toujours sa valeur et que justement, il va falloir aussi nous se réinventer aussi, à savoir comment est-ce qu'on collabore avec ces technologies. Toujours dans le respect du bien-être de l'humanité. Hein. Et bien sûr, ce sont des technologies sans frontières. Hein, ça ne concerne pas un pays, c'est interconnecté d'un point de vue mondial. Hein, et dans de multiples secteurs, on peut faire un parallèle avec l'émergence de l'électricité, parce que là, on est un peu dans cette idée, quelque chose qui va révolutionner un petit peu nos sociétés, mais de manière hors frontières, ce qui est encore plus compliqué quand on doit la cadrer, étant donné que ça a un impact multimondial, si je puis dire. Alors, pour savoir de quoi on parle réellement, quoi de mieux qu'une petite définition, finalement, de replanter un peu le contexte. On va vous demander, cher public, de nous mettre dans le chat, justement, pour vous, comment est-ce que vous définiriez l'intelligence artificielle? C'est quoi votre définition à vous? Dites-le nous dans le chat. Alors, je donne un petit élément de réponse ici, mais c'est vrai qu'il y a des débats pour dire que l'intelligence artificielle, c'est une traduction qui est biaisée, qui ne veut finalement pas trop dire ce que ça dit. Enfin, voilà, je ne m'avance pas pour l'expliquer, mais on va voir un petit peu vos réponses, justement, et comme l'a dit Eric, ne demandez pas à l'IA, de toute façon, ou à Google. Mais finalement, oui, dites-nous en quelques mots, c'est quoi votre définition de l'IA? Ouais, on part dans Skynet, tout de suite dans des scénarios qui font un peu plus peur, finalement, nous dit Michael. Pour ceux qui ont la ref, l'IA est un nouvel outil technologique, nous dit Bénédicte, c'est l'information artificielle. Justement, Philippe a compris là où je voulais en venir. La capacité d'une machine à raisonner comme un humain, mais de manière plus rapide et structurée. Guillaume, lui, a fait ce que Eric ne voulait pas qu'on fasse, c'est-à-dire demander à l'IA. C'est un pilote, nous dit Pascal. Il y a d'ailleurs l'intelligence artificielle de Microsoft qui s'appelle Copilot. Donc voilà un petit peu pour les définitions qu'on reçoit. Sophie nous dit sans l'homme, l'IA n'existerait pas. Espérons que l'IA ne remplacera pas l'homme. Là, on est plus dans le débat finalement. Mais donc, effectivement, je vous reprends une dernière fois la définition de Marie. C'est une intelligence qui tend à imiter l'intelligence humaine, capable de résoudre des problèmes complexes. Voilà, on s'en rapproche dans la définition et peut-être donc justement expliquer le fait que cette définition et cette traduction a peut-être été un peu galvaudée, justement. Tout à fait. En fait, il n'y a pas de définition officielle de l'IA en elle-même. L'IA, c'est une discipline qui reprend beaucoup d'autres, des mathématiques, de l'informatique, des technosciences, des sciences cognitives. Il y a une vision de l'IA au niveau sociétaire qui est très influencée par la science-fiction, donc Skynet et pour les plus jeunes, même de Wall-E, d'iRobot, etc. Donc l'IA est souvent associée à l'idée de robot, ce qui n'est pas du tout le cas. Et parfois une vision négative. Encore une fois, on revient à Terminator et ce genre de choses, mais on est très loin de cela pour l'instant. En fait, dans le concept d'IA, dans le concept même d'intelligence, il y a beaucoup de formes d'anthropomorphisme. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de mots au niveau du lexique du monde de l'IA qui ramènent à cet anthropomorphisme. Mais déjà, l'intelligence, l'IA n'est pas réellement intelligence. On parle de réseau de neurones artificiels, mais ce n'est pas des neurones comme des neurones qu'on retrouverait dans un cerveau. On n'est pas du tout là-dedans. L'IA, ce n'est d'une façon générale qu'une programmation. Tout à fait. On parle d'apprentissage, on en reviendra, mais de deep learning, d'apprentissage profond. Et donc, le terme apprentissage est connoté humain. C'est ça. Voilà. On dit le rire est le propre de l'homme, mais pareil, apprendre, l'intelligence, finalement. Et même ce terme profond est questionnant parce que finalement, c'est comme si nous, on n'apprenait pas de manière profonde et que l'IA apprenait mieux que nous. Donc voilà, ça met même un rapport de supériorité par rapport à nous. Donc voilà, la terminologie a du sens dans ce cas-ci. Alors, d'une façon générale, l'IA, ce sont des technologies qui sont capables d'imiter les comportements. Donc, l'IA ne sait pas vraiment ce qu'elle fait, c'est qu'une machine. Elle n'a pas plus de sens quand elle écrit des phrases. Les phrases n'ont pas plus de sens pour elle que quand un perroquet répète dans les mailleries les phrases du vendeur. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Elle met juste des petits morceaux ensemble, les uns après les autres, mais ça, on en parlera après. Et ça, c'est important. Elle ne fait que imiter, elle ne pense pas réellement. Elle imite des capacités intellectuelles, des capacités humaines en fonction de ce que l'humain lui a enseigné, lui a demandé de faire. Et donc, la programmation, ce qu'on va lui demander de faire à l'arrière, est extrêmement importante dans ce cas-là. Pour arriver, cette programmation, ça va être des algorithmes. Et donc, l'algorithme va
réagir en fonction de ce qu'on lui a demandé de faire. Et donc, il faut vraiment avoir une grande pensée à l'arrière. Et ces algorithmes vont être nourris par d'énormes quantités de données numériques. C'est pour ça qu'on a eu un gros boom de l'IA ces dernières années, dû à énormément de données qui sont sur Internet et qu'on peut être traitées. Toutes les données qu'on met sur les réseaux sociaux, qui sont capturées via des cartes de fidélité et plein d'autres choses ainsi qui sont autour de nous, sont traitées par de l'IA par la suite. Alors justement, on avait la question de Philippe dans l'onglet questions. Une IA ou des IA, on l'a dit, il y a plusieurs types d'IA, justement. Tout à fait. Étant donné qu'il n'y a pas de consensus sur ce qu'est l'intelligence artificielle, et comme on l'a dit, on va l'aborder ici, il y a différents types d'IA, différentes sous-catégories. On y arrive effectivement, pas une IA, mais des IA. Et alors, on va aborder un petit peu ici les 3 grands types d'IA qui correspondent un petit peu à notre vision sociétale de l'IA. L'IA faible ou étroite, elle n'est capable de faire qu'une tâche spécifique à la fois et elle n'est pas capable de s'adapter à des imprévus dans une nouvelle situation. Ça serait par exemple les crédits bancaires, l'obtention de crédits bancaires. C'est ce qu'on connaît actuellement. Alors, il y a l'IA générale, elle serait comparable, on va dire, à l'humain. D'un point de vue intelligence, entre guillemets, elle pourrait réaliser des tâches intellectuelles, langage naturel, résolution de problèmes, perception visuelle. Et alors là, on n'y est pas encore, mais on s'en rapproche. On commence à tendre tout doucement vers ça. L'IA génératif, voilà, il y a un lien à créer avec l'IA générale. Voilà, on tend vers ça. Et l'IA forte, ça c'est l'IA des films, de la science-fiction. C'est celle qui fait peur. Voilà, c'est la dystopique où c'est le niveau de l'humain, voire supérieur à l'humain. Mais là, on est vraiment dans du théorique. On en est très, 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 très loin. Ce n'est vraiment qu'une perception théorique de l'IA. Et c'est peut-être justement ça qui a forgé la pensée collective, finalement, c'est de se dire, ouais, mais de ce qu'on a vu dans les films, ça peut vraiment partir en sucette. Donc, on est plutôt prudent vis-à-vis de ces usages. Mais voilà, rassurons le public, on n'y est pas encore. Et on espère qu'on aura toujours la main mise dessus. Tout à fait. Et donc, on parlait d'IA générative. Où est-ce qu'elle se trouve finalement, cette IA générative? Cette IA générative, en fait, ça se rapproche de l'IA générale, hein, mais sa particularité ici, c'est la génération de contenu original. Mais original dans le sens création de contenu qui n'existait pas, en fait. Et c'est là, en fait, toute la nouveauté, c'est qu'on arrive à avoir un texte qui n'existait pas, une image qui n'existait pas, un audio qui n'existait pas, une vidéo originale, singulière, qui s'inspire bien évidemment de données numériques humaines, mais qui va, sur base de ces données, recréer quelque chose qui n'existait pas. Et donc là, on a toutes les questions de la création, de la génération originale de quelque chose. Généralement, l'IA générative répond à ce qu'on appelle une requête, une instruction, ce qu'on appelle ce fameux prompt que l'on rend dans ChatGPT. Mais il y a quelque chose qu'on doit bien se rendre compte, mais tu l'as déjà abordé, l'IA générative, ce sont des modèles probabilistes qui ne génèrent aucun sens en fait. Ça va être une succession de probabilités, la plus grande probabilité. Sur base d'une demande, d'une requête de l'utilisateur, l'IA va calculer la probabilité que le premier mot de cette réponse, ça soit ça. Et ça sera la plus grande probabilité. Sur base de ce mot-là, le prochain mot va suivre, va suivre, va suivre. Il n'y a pas de sens. Il y a des mathématiques, des statistiques de la probabilité. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs sur ce slide, c'est que finalement, c'est un peu un domino qu'on met bout à bout en fonction de probabilité. On se permet d'expliquer ceci parce que ça permet de bien comprendre les enjeux sous-jacents qui se trouvent notamment derrière l'IA générative, parce qu'on entend souvent « j'ai l'impression de parler à un humain », mais en fait, pas du tout. Alors ici, en fait, vous allez voir, je vais ouvrir un outil qu'on appelle un tokenisateur. Je pense pas qu'on va le voir. Ah oui, on ne doit pas le voir, mais c'est pas grave. On peut l'ouvrir. En fait, le tokenisateur, en fait, c'est un outil qui permet de décomposer en fait une phrase en tokens. Et c'est quoi les tokens? En fait, c'est l'unité d'analyse que va utiliser une IA générative pour pouvoir produire du sens, entre guillemets, pour pouvoir comprendre ce qu'on lui demande et le traduire en langage naturel humain. Donc, par exemple, ici, vous avez la phrase « Enseigner avec l'IA, comment intégrer une IA dans les apprentissages scolaires » va être divisée. Il y a 73 caractères, 73 lettres, ponctuations, qui vont être divisées en 18 tokens. En fait, les tokens, ce sont des mots, des parties de mots, des caractères ou des signes de ponctuation. Et ça va vraiment être l'unité de sens pour produire une réponse à partir d'une requête.
Alors, c'est ce qu'on appelle la tokenisation. Ben, c'est le découpage du texte lorsque l'on tape une requête dans ChatGPT ou dans notre chatbot et son analyse. Parce que chaque petit token, en fait, va correspondre à une série de chiffres. Et en fait, c'est à partir de ces chiffres, de cet identifiant, que va être prédit le prochain chiffre le plus probable, en fait. Il ne réfléchit pas en termes de linguistique humaine, il réfléchit en termes de calcul mathématique, statistique, ici clairement c'est des stats. Ils vont prédire le prochain chiffre le plus probable et ce chiffre, en fait, correspond à un mot, une partie de mot, une ponctuation sur base des données qu'il a, dans sa base de données que le LM possède. Mais du coup, des prédictions qui sont même assez fortes. Tout à fait. Le coup, c'est un calcul. Ah oui, c'est impressionnant. Hein. D'ailleurs, on verra que parfois, ça peut se tromper fatalement quand c'est des probabilités. Parfois, on se trompe. Voilà, je pense que tout le monde ici dans l'Assemblée a déjà utilisé l'intelligence artificielle. Et au début, c'était même un peu un petit loisir de lui faire dire des bêtises. Finalement, qu'est-ce qui était le plus lourd entre l'œuf de poule ou l'œuf de vache. Voilà, ça c'était un classique, mais donc on y reviendra par la suite, effectivement. Alors, l'IA, il y a là deux techniques principales d'apprentissage. Il y a le machine learning, l'apprentissage automatique, où là, c'est paramétré, il y a un appui de l'humain. Donc, l'humain va donner des modèles mathématiques, ça se vit sur des algorithmes qui ont été programmés et des bases de connaissances qui vont permettre à une IA de reconnaître, de savoir de quoi on lui parle. C'est ainsi que si on lui demande, c'est quoi ce petit chiot, elle va nous répondre, c'est un chien. Ça, c'est clairement du machine learning. L'autre modèle, qui est plus poussé, Aurélie en parlait juste avant, c'est le deep learning. Là, il n'y a pas d'intervention humaine, il y a quand même une supervision, histoire de savoir si l'IA à la fin nous a dit quelque chose qui était réaliste ou pas. Mais l'IA va analyser par couche différentes nuances qui parfois vont être même des choses qui seront plus abstraites pour arriver à déterminer ce qu'elle a devant elle. Ça va être beaucoup plus simple, ça va être beaucoup plus compliqué. Et on va voir dans quelques instants que finalement, il y a des moments où on ne sait même pas trop ce que l'IA fait. Il y a une espèce de boîte noire qui va se créer. Et ça pose un problème. Oui, ça pose problème parce que je fais un petit aparté là-dessus que justement, il y a eu des cas où des gens ont rentré des données dans l'IA, soit confidentielles, et là c'est la catastrophe, ou bien des données qui sont erronées. Et c'est Mark Schrems notamment qui avait demandé sa date de naissance à l'IA, lui avait donné une mauvaise réponse. Il a contacté OpenAI en disant voilà, est-ce que vous pouvez changer? On lui a dit, non, c'est pas possible. On ne sait. C'est une bête qui fonctionne comme ça, on ne peut rien en faire finalement. Enfin, c'est assez complexe finalement. Ça, de la même façon que déjà au niveau du moteur de recherche Google, ça fait longtemps qu'on ne sait plus trop comment Google fonctionne, mais l'IA, sur beaucoup de fonctions, fonctionne de la même façon. Donc, on ne sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. Même les programmateurs ne savent plus trop. Mais cependant, ça pose problème effectivement au niveau de la clarté. Tout à fait. Et ça va être un des enjeux qu'on va aborder très rapidement. Hein. Oui, on y arrive justement, les fameux enjeux éthiques. Et on vous pose la question dans le chat, parce que vous avez mis de quoi parle-t-on? Parce qu'on est là, effectivement, pour baliser un périmètre plutôt large de l'IA. On vous demande quels sont finalement les principaux enjeux éthiques au niveau du développement et de l'usage de l'IA. Qu'est-ce qui pose question finalement lorsque l'on parle d'IA? Vous avez certainement entendu parler, parce qu'il y en a beaucoup, spoiler alert, il y en a dans les prochaines slides. Donc voilà, dites-le-nous dans le chat finalement, quels sont les enjeux éthiques. Et d'ailleurs, on avait déjà eu un élément de réponse, un petit débat entre Christophe et Guillaume dans le chat qui dit ça risque de ramollir le cerveau du commun des mortels. Ma crainte est que l'homme ne puisse plus réfléchir par lui-même ni différencier ce qui est vrai ou ce qui ne l'est pas. Et donc Guillaume dit d'où notre rôle dans l'émergence de l'esprit critique. Finalement. Kevin nous dit, j'ai l'impression qu'il y a eu les mêmes craintes avec la radio, la télé, les jeux vidéo. Donc c'est vrai que finalement chaque technologie a apporté son lot de craintes. Quand on a eu finalement la télévision, on s'est dit les journaux écrits vont disparaître. Quand il y a eu Internet, on s'est dit c'est la fin de la télévision. Non, donc ce sont tous des modèles qui finalement arrivent à coexister. Philippe nous dit la mainmise des États-Unis finalement sur ces technologies. Les hallucinations, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est finalement quand l'IA se trompe et raconte n'importe quoi. Donc typiquement ce qu'on disait l'œuf de vache tout à l'heure. Je regarde encore ici. Lors d'une rencontre européenne, un intervenant avait fait le rapprochement avec la radio, il me semble. L'audience avait dû deviner de quoi il s'agit. Alors, on parle, Martine arrive, elle a déjà vu la slide d'après, à mon avis. De billets, elle nous parle d'empreinte écologique.
Sophie nous dit la peur d'une certaine dépendance avec l'IA, tout est plus rapide, facile, accessible à tous. Donc c'est vrai que finalement on pourrait déléguer beaucoup plus facilement sans trop faire attention. Et Edith nous dit attention aux biais cognitifs dans les résultats de l'IA. Donc voilà, les fameux biais cognitifs. On peut peut-être expliquer ce que c'est aussi un biais cognitif, parce qu'on va le voir justement dans la slide après, qui recense finalement tous les enjeux dont on parle. Les biais cognitifs, ils font bien, en tout cas, sont de la partie, effectivement. Tout à fait. Enfin, les biais cognitifs, ce sont des biais humains, en fait. Nous, on va davantage parler de biais algorithmiques, mais dans les faits, en fait, la notion de biais, qu'elle soit humaine ou ici algorithmique, arrive au même résultat, à une information qui est tronquée, en fait, de par notre perception humaine ou de par la programmation, par exemple, de l'algorithme ou des informations. De par les données qu'elle a. Tout à fait. Effectivement. Je vois Esteban qui nous dit manipulation sur les réseaux sociaux avec des contenus générés par IA, vidéo, images, fake news. On va l'aborder également. Donc voilà, vous avez déjà brossé quand même un large panel des différents enjeux éthiques. Et donc, on va plonger dans le vif du sujet. On va voir un petit peu de ce dont on parle. Effectivement, comme on le disait, ces fameux enjeux éthiques, ici on va brosser les principaux, mais par exemple, je trouve ça très intéressant, la dépendance, la question de l'affaiblissement de nos capacités d'apprentissage. Nous ne l'aborderons pas techniquement, mais c'est une question également, c'est un enjeu, et là un enjeu humain, on va dire un enjeu en termes de cognition aussi très important. Et on y pensera pour les prochaines présentations. Mais après, effectivement, ça, on peut aussi le rapporter à différentes technologies. Par exemple, le fait qu'on a tous dans notre téléphone tous nos numéros. Personnellement, moi, à part le mien et le fixe de mes parents, je ne connais plus aucun numéro de téléphone. Donc ça, déjà, d'autres technologies avant ça posaient ces questions-là finalement. Alors ici, on va donc aborder l'ensemble finalement de ces enjeux éthiques. Enfin, c'est la question morale, sociétale et philosophique qui vont être soulevées par le développement, mais aussi l'utilisation de l'intelligence artificielle dans nos sociétés et en tant que citoyens. En fait, quelle est l'influence sur les droits fondamentaux ? Quelle est l'influence au niveau de la justice aussi? C'est une question qu'on abordera. De la transparence, on en parlera notamment avec cette fameuse boîte noire. De la responsabilité, de la sécurité aussi, de la sécurité, on va dire, d'un point de vue peut-être plus méta aussi pour la société, mais individuel aussi, le respect de notre vie privée. L'impact environnemental, l'impact sociétal, en bref, en gros, où se situe le respect des valeurs humaines, comment fait-on pour minimiser les risques et les discriminations lors de l'usage de l'IA et comment privilégier une utilisation juste, responsable et bénéfique au final pour l'ensemble de la société, de l'humanité, parce que c'est ça, l'IA, si elle a émergé, c'est quand même pour qu'elle soit bénéfique pour l'ensemble de la société. C'est le but, et il y a effectivement plein de choses également qui sont bénéfiques, comme tu le dis, parce que par exemple, ça a permis d'accélérer la création de médicaments, dans le domaine de la santé, justement la détection de cancer. Donc, il y a quand même plein de points positifs à cette IA. Tout à fait, tout à fait. Je pense que la question n'est pas blanche ou noire. Voilà, il y a une réflexion à avoir, mais il n'y a pas un rejet en bloc à avoir non plus. Maintenant, on verra également que cette question bénéfique pour l'ensemble de la société dépend aussi de ce qu'on entend derrière cet ensemble de société, ce bénéfice. Qu'on a une vision nord-américaine, européenne ou chinoise, par exemple, le bénéfice pour l'ensemble de la société ne s'entend pas du tout de la même façon. Et ça, c'est important, les interprétations de l'IA. Alors ici, je vous brosse un rapide panel de ces principaux enjeux qu'on va aborder aujourd'hui. La question de la transparence, la question de la sécurité de la vie privée, la question aussi importante de l'emploi, de l'impact sur l'emploi, la question des biais, comme vous l'avez énoncé dans le chat, ces fameux biais algorithmiques, la question du déploiement de l'IA générative, parce que l'IA générative en elle-même est porteuse de nombreux enjeux, et la question de la responsabilité. On verra un petit peu à quel niveau peut se situer cette responsabilité dans le développement et dans l'usage de l'intelligence artificielle. Et donc, un des points, le premier qu'on allait aborder, c'est la transparence finalement. Parce que c'est ce qu'on a dit justement, on l'a déjà teasé un petit peu avant, c'est que c'est des boîtes noires où on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, ni d'où les données viennent aussi. Ça pose problème. Tout à fait, tout à fait. Il y a une difficulté clairement pour le kidam moyen, c'est-à-dire mais nous, vous, tout le monde, en fait, de comprendre comment ça fonctionne, en fait, tout simplement. Comment on aboutit à cette réponse? Qu'est-ce qui fait? Quel est le fonctionnement mathématique, statistique, algorithmique qui permet d'arriver à telle ou telle réponse? Surtout vous l'avez vu, dans ces réseaux de neurones artificiels qui sont enchevêtrés en couches au niveau du deep learning. C'est difficile à démêler.
Exactement. Mais on est face à une boîte noire et cette boîte noire, en fait, elle peut avoir une importance critique au niveau de la santé. Voilà, arriver à tel diagnostic sans savoir comment on y est arrivé, voilà, ça peut quand même être questionnant au niveau de la justice. Là aussi, décision judiciaire, voilà. Si on ne sait pas comment ça fonctionne, qu'est-ce qui nous dit que le résultat est efficient? Les crédits bancaires, la question du recrutement. Voilà, si on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, comment juger du résultat, en fait, d'un résultat objectif et pertinent de l'intelligence artificielle? Et on va voir aussi que les biais, justement, jouent sur ces différentes catégories, santé, justice, crédit bancaire. Ça peut aussi poser énormément de questions. Tout à fait, tout à fait. Alors ici, le gros enjeu, en fait, qu'il y a pour nos sociétés, c'est d'accéder des développements de systèmes d'IA plus transparents, en fait. Mais ça va demander, en fait, ça se divise en deux parties. Une partie, on va dire, plutôt gouvernementale, on va dire nationale, et une partie plus de l'individu, en fait, mais qui est déjà, il faut éduquer les personnes, il faut sensibiliser, il faut leur permettre aux personnes de comprendre justement ces enjeux, ces capacités et ces limites, mais il faut aussi en fait les rendre plus transparents pour permettre aux gens d'avoir confiance dans l'utilisation de ces outils, parce qu'on voit souvent que beaucoup de personnes rejettent ces outils, notamment par la crainte, on a vu, de tout ce cadre fictionnel qui s'est développé autour de l'intelligence artificielle. Mais étant donné que c'est pas transparent, on ne sait pas très bien où vont nos données, comment c'est fait, mais finalement, le citoyen n'a pas confiance dans l'usage de ces machines. Et ça peut créer un frein dans le développement de nos sociétés et aussi dans l'investissement, on va dire, en termes d'emploi, de formation, voilà, par rapport à l'intelligence artificielle. Alors ça, c'est pour la petite anecdote, mais l'explicabilité des systèmes d'IA, c'est effectivement un domaine de recherche, voilà, qui existe en fait. Et en fait, l'idée est de permettre une meilleure compréhension des systèmes d'IA, mais sans pour autant sacrifier en fait la puissance, la performance de la machine, du système en fait. Et donc, pour l'instant, on l'a bien vu, par exemple, avec l'émergence de DeepSeek en Chine, qui a été développé à moindre coût avec une puissance. Il y a un réel enjeu, on va dire, à ce niveau-là, géopolitique, en fait, qui se met en place. Alors, je vais passer la main à Franck pour le prochain enjeu. Alors, on parlait de la sécurité de la vie privée. La robustesse des systèmes IA va être très importante. La robustesse d'un système IA, c'est sa faculté à ne pas sortir n'importe quoi et ne pas être attaqué systématiquement, à répondre, à ne pas bugger. C'est ça. D'une façon générale, ça va être important dans quel cas? Par exemple, dans le cas d'utilisation, comme les voitures autonomes. Si une voiture autonome commence à bugger, ça peut quand même poser de gros problèmes d'accident, notamment. On en reparlera. Voilà. Il y a des choses plus simples également. On peut penser à des GPSO qui sont heureusement moins dangereux, mais les voitures autonomes, c'est quelque chose de bien clair. Mais également au niveau des cyberattaques. Parce que qui dit IA dit énormément de données. Plus ces systèmes d'IA sont performants, plus ils sont nourris à base de données. Et donc, forcément, si une cyberattaque vient à pirater une IA, on va avoir plus de données sous la main. L'autre côté, c'est qu'on peut se servir de ces IA pour faire des cyberattaques beaucoup plus puissantes. Parce que grâce à l'IA, je ne dis pas que tout le monde peut devenir codeur, mais ça peut quand même fortement aider. Et donc, l'IA peut fortement aider à générer des cyberattaques de plus grande ampleur ou de plus grande capacité. Tout à fait, tout à fait. C'est un enjeu de réflexion là par rapport finalement à la résistance, aux capacités de résilience de l'intelligence artificielle en cas de dysfonctionnement, en fait. Alors, en gros, la technologie IA, elle va poser des questions en termes de sécurité au niveau de ses données, on vient d'en parler, au niveau du respect de la vie privée, parce que si on pirate mes données, forcément on peut avoir ma vie privée, mais également l'IA va utiliser les données qu'on lui fournit. Alors il y a quelques IA qui garantissent le fait que normalement ce qui est mis dedans ne doit pas être utilisé, mais d'une façon générale, si vous donnez des données à ChatGPT dans un modèle qui n'est pas fermé, vos données, elles sont utilisées pour entraîner ChatGPT. Si vous donnez vos données à DeepSeek, vos données, elles partent au gouvernement chinois. C'est indiqué clairement dedans. Les IA ne se mentent pas là-dessus. Et donc, tous ceux qui, par exemple, feraient corriger leurs travaux de fin d'études par une IA, ils viennent de donner leurs travaux de fin d'études à OpenAI notamment ou à Google. Ça, il faut le savoir. Il y a également une question de la surveillance ou de la sécurité. On pense à la surveillance individuelle avec des technologies, par exemple, de reconnaissance faciale ou de comportement en ligne, qui peuvent avoir parfois des effets bénéfiques, c'est vrai, dans le cas de prévention de terrorisme, mais parfois des effets non bénéfiques également. Ou de la surveillance à plus grande échelle. Et là, il y a des risques en termes de liberté individuelle, notamment, on pense à tout ce qui est la Chine avec le social. Le crédit social. Crédit social, merci, j'avais perdu mon mot. Merci beaucoup. Avec le crédit social, par exemple, qui clairement va s'appuyer dessus. Mais ça, encore une fois, c'est une question, on en parlait juste avant, de bien-être pour l'ensemble de la société et du sens qu'on donne à ces mots à l'arrière.
heureusement, en Europe, mais je vois qu'on en parlait un peu dans le chat, on a déjà quelques réglementations qui se mettent en place. L'Europe, pour une fois, est vraiment pionnière là-dedans. On a le cadre européen du RGPD au niveau de données, et également l'IACT qui vient baliser tout ça. Par exemple, la reconnaissance faciale en Europe, c'est quasiment interdit. C'est vraiment, on peut utiliser uniquement quelques rares cas, notamment le terrorisme, mais vous n'aurez pas une caméra dans la rue demain qui va reconnaître votre visage tout le temps sans aucune raison. Ça sort de question en Europe. Il l'avait fait pour les Jeux Olympiques, si je ne m'abuse. Tout à fait, tout à fait. Demandé à prolonger. Voilà, c'est ça. Oui. Il y a moyen assez rapidement de sortir du cadre de la... Voilà. C'est un enjeu à questionner également. Finalement, c'est censé être contraignant, mais il y a moyen de contourner. Et on sent bien que beaucoup de gouvernements, sous couvert de démocratie, se rendent bien compte qu'il y a un outil puissant à l'arrière et que ce serait tentant d'utiliser. Mais à ce moment-là, on sort de la liberté individuelle. Donc c'est quelque chose qu'il faut garder à l'œil, qu'il faut surveiller. C'est sûr. L'Europe a classé dans l'IACT les risques en 3 catégories. De façon générale, il y a les risques vraiment minimum où il ne pourra pas se passer grand-chose. On pense à des chatbots. Les risques limités, l'IA qu'on va retrouver dans certains jouets. Et en fait, enfin, des catégories beaucoup plus élevées, tout ce qui est diagnostic médical, recrutement, où là, il va vraiment avoir une attention bien plus forte sur ces risques-là et sur ces utilisations de l'IA. Tout à fait. Il y a un cadre relativement strict où là, les IA doivent être réévaluées assez fréquemment pour éviter des biais, justement, et des problèmes, en fait. Toute la question de la robustesse à ce niveau-là prend beaucoup, beaucoup d'importance. Et conséquence de cela, certaines fonctionnalités des IA sont parfois pas directement disponibles en Europe. On pense à Sora, par exemple, etc. Et donc, ce que beaucoup de gens font, parfois, c'est utiliser un VPN pour faire croire qu'ils ne sont pas en Europe. Mais il faut que ces gens-là se rendent compte qu'à ce moment-là, OK, ils ont accès aux fonctions, mais ils sortent de la protection de l'IA. Donc, ils s'exposent à des risques que l'IA et c'est censé couvrir. Donc, ça fonctionne, on a ce qu'on veut, mais on s'expose à plus de risques. Oui, tout à fait. Mais ce qui est important pour terminer, c'est que finalement, on a un cadre, on a été très proactif en Europe, ça il faut dire. On est la première législation mondiale qui réglemente l'usage et le développement de l'IA, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas encore pas mal de dérives et de choses à cadrer et de défis à relever. On verra un exemple tantôt tout bête qu'on a trouvé sur le net assez facilement, qui ne rentre pas du tout dans le cadre de la IACT. Donc, justement, en termes de protection des données, on a une question de Bénédicte qui demande comment protéger ces données lors de l'utilisation de l'IA. Quelles sont les IA les plus sécurisées? Est-ce que les versions pro sont à conseiller? Quelle est la différence entre les IA gratuites au niveau de la protection des données? Vaste sujet, plusieurs questions et sous-questions. Donc, finalement, déjà, l'utilisation, je vais segmenter la question de Bénédicte. L'utilisation de base de l'IA, comment faire pour protéger ces données quand on l'utilise? Déjà, peut-être anonymiser et ne pas lui donner des données trop confidentielles. Tout à fait. Les nôtres, mais celles d'autrui également. Voilà, on pense dans un cadre plus éducatif, plus formatif. Ne pas donner des données d'autres personnes, en fait. Anonymiser les siennes, mais celles d'autrui également. Alors, est-ce qu'il y a des IA plus sécurisées que d'autres? Est-ce que, question pour vous. Oui, il y a le développement, on ne va pas se mentir, d'IA plus sécurisées que d'autres. On pense à AI de Go, par exemple, où on peut tester, je pense, un modèle de ChatGPT 4 sans devoir se connecter de manière confidentielle et anonyme. Mais bon, on ne va pas se... Voilà. Plus une IA actuellement est sécuritaire, moins elle va être performante. Voilà. On peut faire tourner des modèles en local aussi. Ça c'est un petit peu plus technique, mais finalement on n'en voit rien finalement ailleurs parce qu'on rassemble tout chez soi. Est-ce que les versions pro sont à conseiller? Quelle est la différence entre IA avec les IA gratuites au niveau de la protection des données? Alors je sais bien, par exemple, pour ChatGPT, dans la version pro, et encore je pense une version même au-dessus, il s'engage à ne pas réutiliser, ne pas apprendre finalement, parce que c'est ça qui est mis, c'est vraiment la machine peut s'en servir pour apprendre, mais donc c'est clairement de l'utilisation de données. En tout cas, sur certains abonnements payants, il s'engage à ne pas réutiliser vos données, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. C'est questionnant aussi parce que là, on paye carrément la protection de nos données. Enfin voilà, ça en devient là. Nos données personnelles deviennent vraiment. C'était déjà le cas, on va pas se mentir, mais là, c'est clairement dit, voilà. Ça rejoint ce fameux adage, là, si c'est gratuit, c'est vous le prenez. Exactement. On l'entend tout le temps. Mais là, clairement. Soit effectivement on paye dans des versions professionnelles et encore, nous on met toujours parce qu'on en a vu beaucoup comme ça se faire rattraper par la suite en disant nous promettons que nous n'utiliserons pas les données et après ça devait être pédalé en disant on a eu une fuite ou il y a eu quelque chose. Finalement c'était pas aussi confidentiel que ça devait l'être.
Mais la première chose, c'est de regarder les paramètres internes des outils d'intelligence artificielle. Hein. Dans ChatGPT, il y a moyen de décocher certains cases pour justement minimiser l'entraînement de la machine avec nos propres données et de lire aussi, comme on disait par exemple avec DeepSeek, si on lit les conditions d'utilisation, ils sont clairs, ils mentent pas. Ils collaborent avec le gouvernement chinois. Ça reste la loi du moindre effort, souvent. Et justement, l'IA nous entraîne à cette loi du moindre effort. Petit truc, voilà. Si vous connaissez l'outil Notebook LM, voilà, petit truc qui est très, je trouve, pertinent pour justement analyser toutes les conditions d'utilisation, parce que parfois il est clair et net, on n'a pas le temps de lire 50 pages de conditions d'utilisation. Et donc peut-être que l'IA peut nous aider à mieux comprendre finalement, à mieux avoir l'information par rapport à cette question d'utilisation de nos données avec un RAC tel que Notebook LM où nous pouvons rentrer des PDF, des informations et qui va analyser de manière normalement plus ou moins objectif, voilà, ce qu'on lui propose. Tout à fait. Donc, ça peut être une manière aussi en tant que citoyen, de se dire, je peux comprendre que ça prend du temps, c'est chronophage de lire ces fameuses conditions d'utilisation, mais d'avoir, un regard plus méta sur ce qui va, en devenir de mon usage de tel ou tel outil. Voilà, on a été très complet pour répondre à la question de Bénédicte. Patricia nous dit d'ailleurs dans le chat que Gemini, pour elle, est le plus sécurisé actuellement. Ça dépend si on est en version pro ou pas. Voilà. Je pense que là, je vous avoue que nous, on n'a pas accès à la version pro de Gemini, donc on peut pas répondre exactement. Mais on a accès à la version pro de ChatGPT, donc on est un peu plus, on va dire, à ce niveau-là aguerri. Mais effectivement, je pense que chaque IA doit faire justement, il faut être vigilant par rapport à l'IA qu'on utilise, au système d'IA qu'on utilise. Plus de sécurité au niveau du traitement des données, dit-elle, avec Gemini. Merci beaucoup pour les réponses, nous dit Bénédicte. Plaisir. Surtout pas. Oui, on est beaucoup volubile. N'hésitez pas. Mais donc, toutes ces questions, sécurité, vie privée, fatalement, ça soulève plein d'enjeux. Tout à fait. Alors. Bon, de façon générale, l'enjeu ici, ça va être de développer des systèmes qui vont respecter la confidentialité et de limiter les risques de fuite et les risques d'erreur via des systèmes plus robustes. Pour ça, il faut tester la robustesse, on vient d'en parler. Il y a des enjeux au niveau de la sécurité, de la vie privée, au niveau éducatif, éviter de donner des données personnelles ou des données sensibles. Alors, personnel et sensible, c'est pas exactement la même chose. D'une façon générale, on parlera de données personnelles qu'on peut directement identifier et de données sensibles, directement ou indirectement, on peut identifier, par exemple, par rapport à votre déplacement, et je ne vais pas entrer dans les détails, et de données sensibles au niveau de l'orientation sexuelle, l'orientation politique, des condamnations criminelles, des renseignements financiers, etc. Toutes des données qui finalement peuvent être discriminatoires. Hein. Exactement. C'est comme ça que je le résume, c'est les données sensibles, c'est les données qui peuvent être décidées. Mais utilisées à mauvais escient, elles peuvent le devenir. Mais c'était l'histoire des élections avec Cambridge Analytica où on avait justement été suggéré sur les réseaux sociaux aux gens indécis, et donc pour savoir qu'ils étaient indécis politiquement, il fallait avoir accès à ces fameuses données sensibles en fait. Et donc là, il y a clairement un enjeu à l'arrière assez important, et les gens doivent pouvoir en avoir conscience de citoyens. Mais pour ça, on en revient à cette fameuse question de sensibilisation, de formation du citoyen en général. D'une façon générale, on pense qu'il ne faut pas être naïf. Ce genre de sociétés qui produisent de très bons outils, je pense à Google, ça fait des années que Google inonde le marché d'outils plus performants les uns que les autres, et ils sont tous gratuits. Ils font pas ça par altruisme, ils font ça parce qu'à un moment, il faut bien qu'ils trouvent de l'argent quelque part, et cet argent vient des données, de tous les renseignements qu'ils peuvent récolter par rapport à l'utilisation de ces outils gratuits. Si on a des outils très performants et gratuits, c'est forcément que l'argent vient de quelque part, en l'occurrence de nos données. Ça, si on ne paye pas avec ces données, on doit payer avec son argent, et on arrive avec des modèles payants, comme on vient d'expliciter avant. Enfin, il reste les enjeux politiques, donc surveillance, on en a parlé, et tout ce qui est géopolitique avec des cyberattaques qui seraient de plus en plus sophistiquées. On y pense notamment dans le cas de conflits hybrides, par exemple, ou ce genre de choses. Oui, tout à fait. Oui. Je voulais dire, on voit un petit peu entre ce qui se passe aux États-Unis avec Trump et Elon Musk, tout le poids géopolitique que peut avoir le développement de ces systèmes d'intelligence artificielle dans
dans les jeux géopolitiques, et pas que, parce qu'il y a clairement une course entre maintenant, on va dire, les continents à qui va développer la meilleure IA. Ouais. Je veux dire, on en est là, et là, il y a un enjeu derrière qui peut être très malsain, parce qu'on n'est plus dans cette idée de bien-être du citoyen, Non, c'est ça. mais de qui va avoir la mainmise économique sur l'intelligence artificielle. Ouais, finalement, enfin, j'y pense là maintenant, ça rappelle un peu la conquête spatiale, finalement, Oui, par tout à fait. Froide, finalement, c'est Exactement. cette technologie-là. Une belle qui, analogie. ouais. Je suis content de mon analogie. Je prends des notes. On en parlait tout à l'heure, justement, que ben, il y avait eu beaucoup de craintes au niveau des emplois. Hein, on s'est dit Tout à fait. que l'IA va me remplacer. Et tu l'as très bien dit, Aurélie, c'est finalement une manière d'apprendre à collaborer, à coexister. Tout à fait. Alors, effectivement, ben, il risque d'avoir une perte d'emploi. Je pense qu'il y a déjà peut-être même une perte d'emploi qui se fait parce que les emplois plus répétitifs, effectivement, risquent d'être automatisés, effectivement, car ils auront un coût moindre et voilà, et l'efficacité sera plus importante. Mais ce n'est pas en soi une perte brute d'emploi parce que quelque part, il va y avoir création de nouveaux emplois aussi. Et c'est là tout l'enjeu de la formation, de la reconversion professionnelle de ces personnes peut-être qui vont perdre leur emploi et du citoyen en général. Alors, effectivement, on risque, si il n'y a pas des choses qui sont mises en place pour permettre justement une adéquation entre cette évolution l'IA et l'évolution socio-économique dans nos sociétés, de voir s'accroître les inégalités et la fracture numérique, que ça soit en termes de compétences IA, mais aussi d'accès de formation à l'intelligence artificielle. Voilà, là, on est vraiment dans un enjeu éducatif. Donc, ce n'est pas blanc ou noir, mais si on ne veut pas arriver à des situations où ça va mettre toute une partie de la population sur le carreau, il va falloir clairement qu'en termes formatifs, ça suive, quoi. Du boulot pour les EPN, hein, comme Oui, tout à fait. Il y en a, ça vraiment. Il y a un parallèle intéressant à faire entre l'émergence de l'IA et l'émergence de l'électricité il y a une grosse centaine d'années. C'est-à-dire qu'effectivement, avec l'arrivée de l'électricité, beaucoup de fabriques de bougies, de cire ont certainement dû fermer, mais à côté de ça, on a eu besoin de gens pour fabriquer des lignes, pour devenir électricien, pour entretenir tout ce système. Et donc, il y a de nouveaux emplois qui vont se créer. Et les craintes qui étaient présentes au niveau de l'arrivée de l'électricité, on trouve des caricatures où l'électricité est censée tuer les chevaux sur la route. Ces craintes, c'est un peu les mêmes craintes qu'on trouve avec l'IA. Et également, les miracles qu'on attendait d'électricité, on pense à la créature de Frankenstein qu'on va réveiller à partir des morts. C'est parfois les miracles qu'on attend de l'IA qui ne sont pas encore là, comme l'IA forte dont on parlait tout à l'heure, qui, pour l'instant, est de l'ordre du fictif, en fait, mais n'est pas réellement là. Tout à fait, tout à fait. Mais clairement, voilà, cette question de l'emploi, de la formation, de la reconversion, de la transition professionnelle, ça va questionner aussi bien l'éducation que le socio-économique, mais aussi toute la question d'un accès équitable au système d'IA et au système éducatif à l'IA. Donc voilà, il y a une part ici, je pense, de réflexion gouvernementale très importante à avoir pour justement ne pas avoir une société qui serait en décalage par rapport aux besoins sociétals. Alors, on a une nouvelle question de Bénédicte qui vient d'arriver. Je vois qu'Éric est en train d'y répondre. Mais quel est le cadre législatif de l'IA en Belgique? Est-ce que la loi européenne a déjà été transposée? Quelles sont les références des éventuels textes légaux belges pour l'utilisation et la création des IA? Donc, l'AI Act, si je ne dis pas de bêtises, c'était ici début février. Hein, il est rentré en vigueur début février. Il existe depuis 1 an, mais il s'est mis d'application. Maintenant, les entreprises doivent effectivement, dans une certaine deadline, se mettre en ordre, effectivement, depuis le 2 février. Okay. Alors, nationalement, pour l'instant, il n'y a rien qui est décidé, effectivement. Nous sommes soumis à l'AI Act. Au cadre européen. Au cadre européen. Mais rien ne dit qu'il ne va pas avoir un cadre national qui va se développer, voilà. Par exemple. Et ce cadre national sera plus contraignant, en tout cas, on pourra remettre des règles par-dessus. Je sais pas, on va être plus light. Oui, mais on ne sera pas plus light que le on va dire que c'est la base et qu'on doit effectivement. Par exemple, au Canada, ils ont sorti pour tout ce qui est la formation, l'éducation, un canevas en fait éthique dans lequel on doit s'inscrire en fait. Voilà, c'est pas encore le cadre en Belgique, mais c'est déjà le cadre dans d'autres pays de ce monde. Donc on présume que voilà, ça va arriver. On a aussi l'UNESCO qui est au-dessus, voilà, pour tout ce qui est l'éducation, mais ça reste des cadres, des référentiels, rien, on va dire, de contraignant en soi. Okay. Alors, on en avait parlé, on en a touché un mot, et d'ailleurs notre public aussi, la fameuse question des biais. Oui. Tous ces fameux biais cognitifs, on va voir que ça pose question.
je dis biais cognitif, mais c'est finalement biais algorithmique, Oui, parce que c'est un algorithme qui est derrière tout à ça. fait. Les biais cognitifs, c'est vraiment humain. Ouais. Alors en fait, l'algorithme, en fonction de comment il était paramétré, et parfois l'humain n'a pas forcément pensé à tout, peut entraîner des résultats partiaux, voire discriminatoires. Ça vient des données qui sont mises dedans. Mais par exemple, si on entraîne une IA avec les données du système judiciaire américain de ces 70 dernières années, on va avoir une IA qui, bien que voulant neutre, va ressortir tous les biais qui viennent dans la société, c'est-à-dire discrimination envers les personnes de couleur, etc., qui était le cas de la justice américaine sur les 60 dernières années, on va dire. On risque également d'avoir une reproduction, une amplification de ces effets. Vu que l'IA va juste donner statistiquement ce qu'elle a dans le ventre, elle va ressortir tous ces biais, toutes ces injustices sociales qui ont été rentrées à l'intérieur. Tout ça parce qu'elle s'appuie principalement sur des données humaines qui elles-mêmes peuvent être sélectionnées en fonction de préjugés. On pense par exemple, si on demande à une IA de générer une image de quelqu'un de beau, c'est quoi beau? Et donc en fait, elle va juste redonner ce que la personne qui l'a paramétré va mettre, mais en fonction des critères de cette personne, en fonction de sa culture, en fonction de sa région, de localisation. Ouais, ça, la société dans laquelle elle vit. Exactement, on va avoir des résultats différents. C'est comme le rapport au bien, au bon, finalement. Exactement, c'est ça. Culturel, en fait. Exactement. Alors, vous avez ouvert un sondage justement dans l'onglet sondage, donc si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous rendre dans cet onglet sondage. On vous pose la question, tiens, est-ce que vous, dans vos utilisations de l'IA, vous avez déjà été confronté justement à des stéréotypes que vous avez identifiés, que ce soit par rapport au genre, à l'âge, l'origine, enfin voilà. J'ai mis également une réponse, je n'ai jamais identifié de stéréotypes, parce que parfois finalement on s'en rend pas compte de ces stéréotypes, ou pas autres, précisez-le-nous dans le chat, mais voilà, dites-nous un peu si vous avez déjà fait ce constat ou pas, parce que fatalement, nous vivons dans une société occidentale qui, dans la grande partie, s'est occupée de cette technologie de l'IA, donc on se rend parfois pas forcément compte justement de ces stéréotypes. Et d'ailleurs, c'est pour l'instant la réponse qui se dégage du sondage en majorité. Certaines personnes l'ont remarqué au niveau du genre, au niveau de l'âge, de l'origine et de la religion pour l'instant. Mais voilà, la grande majorité d'entre vous n'a pas notifié en tout cas de stéréotypes. C'est assez intéressant comme réponse. Il s'avère que les stéréotypes ne sont pas toujours faciles à identifier parce qu'ils reflètent nos stéréotypes à nous-mêmes, et donc ça demande parfois d'avoir une réflexion interne sur soi-même. Ouais. Qu'est-ce que je considère comme acquis et qu'est-ce qui finalement est biaisé dans ma vision. Ici. Et accepter le fait que nous avons tous aussi des stéréotypes et des préjugés. C'est quelque chose qui fait partie de notre identité. Alors, au niveau de la discrimination dans les IA analytiques, prédictives, donc là, on parle des IA qui vont permettre de donner un traitement médical ou d'attribuer un crédit ou ce genre de choses, on a déjà des préjugés. Par exemple, en fonction du code postal d'une personne, on va plus ou moins lui attribuer un crédit. Et donc, quelqu'un qui habite dans une commune qui aura un indice économique plus haut, socio-économique plus haut, se verra plus vite attribuer un crédit, alors qu'en fait, il n'est peut-être pas plus à même de rembourser ce crédit qu'un autre. Ça, on est clairement dedans. Également au niveau des recrutements. Et là, ça devient intéressant parce que comme on en a parlé, la transparence n'est pas complète, loin de là dans les IA. On ne sait pas toujours en fonction de quoi on va juger qu'une personne est apte à un poste ou pas. Et il peut y avoir des discriminations au niveau des recrutements. Au niveau des IA génératives, là, par exemple, on a généré ces images avant-hier soir, je pense. Oui, avec ChatGPT. Voilà, on essaie d'être assez à jour parce que ces biais évoluent, on en parlera après. Mais par exemple, si vous demandez simplement de générer une image d'un enfant qui fait de la science, vous avez un petit garçon qui fait de la science. Alors là, limite, on pourrait se dire, petit garçon, petite fille, la question est... Il faut bien mettre un des deux. Voilà. Il y a un travail, on suit l'évolution de l'IA depuis novembre 2022 et les biais qu'on trouvait encore en novembre 2022 et ceux qu'on trouve maintenant, voilà, il y a un travail sur les données qui ont été faites très, très important. Mais il reste effectivement, comme vous allez le voir, voilà. Parce qu'on pourrait se dire, il faut bien choisir un garçon ou une fille, on nous a mis un enfant. Sauf que quand on lui demande la même chose avec de la cuisine, on a une petite fille. Ouais. On se dit, voilà, c'est un peu pas de chance, mais c'est pas forcément ce que j'ai deux résultats que c'est concluant. Donc on va continuer. Il y a un jeu vidéo, petit garçon, un peu plus grand, et jouant à la poupée, qui joue à la poupée, c'est forcément une petite fille. Donc là, on a encore des biais qui sont bien installés. Il y a réellement une évolution. Par exemple, jusqu'à récemment, on s'amusait à faire générer des images à ChatGPT, par exemple, de personnes travaillant dans un open space, donc une personne d'origine amérindienne. Et systématiquement, la personne d'origine amérindienne apparemment travaillait avec une grande coiffe à plumes. On avait Géronimo au milieu de l'open space. Encore très récemment. Ouais. Maintenant, on dirait qu'ils ont un peu évolué là-dessus. Et par exemple, au tout début de l'IA, donc je pense 2022-2023, si vous demandiez une image de personne terroriste, vous avez quelqu'un du Moyen-Orient qui était représenté, il y avait beaucoup de discrimination ainsi.
de personnes travaillant dans un garage, vous n'aviez jamais de femmes, ce qui n'est plus le cas maintenant. Donc, il y a une évolution, mais on sent bien qu'au niveau des minorités, au niveau des sous-groupes, il y a surtout les moins représentés, là, il va y rester des biais, simplement parce que ces gens-là, parfois, ont apporté moins de plaintes ou ont été jugés de façon complètement discriminatoire, moins important par les géants de la tech qui développent les IA. Tout à fait. Alors, d'une façon générale, l'origine de ces biais, comme on l'a dit, ça vient des données historiques qui ont été biaisées. L'histoire est écrite par les gagnants. Et donc, forcément, si vous demandez les résultats dans les livres d'histoire et que vous rentrez ça dans l'IA, l'IA va donner la version officielle, ce qui est, on va dire, la version prise les 3 quarts du temps. Mais en même temps, on ne peut pas vraiment le prouver. L'histoire, c'est écrit par ceux qui ont écrit les livres. Le manque de diversité au niveau des données, au niveau médical, ça peut vraiment poser des problèmes parce qu'en fonction des origines des personnes, on n'a pas tous exactement les mêmes métabolismes. Et donc, forcément, si on est traîné les IA qu'avec des personnes de type caucasienne, ça risque d'avoir des problèmes par la suite d'un point de vue médical. Les préjugés et concepteurs des algorithmes. On en parlait avec les personnes belles où ça va un peu mieux dans les représentations de l'IA. Mais jusqu'à il y a 6 mois, quand on demandait à l'IA de générer une image qui représentait l'IA, vous aviez un robot féminin, les attributs féminins étaient clairement représentés, et ce robot était systématiquement avec des traits caucasiens. Donc, vous voyez bien qui avait programmé à l'arrière. C'était quasi systématique. Et l'interprétation des résultats par les algorithmes. Ça, c'est important également. Et alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que finalement, tous ces genres de jeux, ils sont un peu enchevêtrés, parce que que ce soit le biais ici algorithmique ou ce dont on a parlé en termes de transparence et de sécurité de la vie privée, et d'ailleurs Eric en parlait dans le chat, c'est tout ce qui relève par exemple d'obtenir une assurance finalement. Si on a noté quelque part que l'on fumait ou qu'on avait un problème de santé, parfois aux États-Unis notamment où la couverture sociale est beaucoup plus compliquée que chez nous, on ne se verra pas accorder justement une assurance. Donc voilà, il y a énormément de problèmes on pense que c'est finalement des petits cailloux. Sauf qu'une fois qu'on rassemble le tout, ça fait quand même un fameux chantier. Ah, ce sont des enjeux qui sont très, très interconnectés les uns aux autres. Tout à fait. La question est loin, loin, loin d'être simple. Et on ne s'en rend pas compte, mais dès que tu as une IA que vous fumez dans le cadre d'une conversation, cette donnée peut être reprise par la suite, effectivement, par une assurance. Au niveau les données sont vendues, les IA ne s'en cachent pas, et on en revient sur DeepSeek, mais DeepSeek le dit clairement que les données vont être traitées par le gouvernement chinois, en tout cas sont partagées, et donc tout ce qui est dit peut avoir des conséquences par la suite. C'est ça. Donc, voilà, faites attention à ce que vous mettez dedans, effectivement, parce que ça peut avoir des conséquences. Derrière, même l'obtention d'un crédit, on en parlait justement, parce que même quand vous voulez un crédit, on vous demande si vous fumez. Donc voilà, attention à tout cela. On va rentrer maintenant dans une autre partie qui est plutôt celle de l'IA générative, qui est celle que j'ai l'habitude de dire qui a mis un gros coup de pied dans la fourmilière finalement en novembre 2022, je pense. Oui, l'émergence de ChatGPT. Et que tout le monde finalement s'est mis à l'IA, un peu contre son gré ou non, mais alors qu'elle était là, comme on l'a dit en début de webinaire, de manière un peu plus institutionnalisée, où on n'y prêtait pas trop attention. En tout cas, non générative, plus l'IA, plus, on va dire faible, qui était déjà présente dans nos sociétés, effectivement. Alors, ici, pour rappel, les systèmes d'IA génératifs, ça, c'est quand même important. Rappelez-vous, ça crée un contenu qui n'existait pas. Ça peut être du texte, des images, des audios et des vidéos. Et la question qui se pose à l'IA générative, on va l'aborder, c'est que ça crée des contenus qui sont de plus en plus réalistes. En fait, on a développé ici, si vous pouvez voir sur le support, un outil qui s'appelle IA ou pas IA. Vous l'aurez quand vous serez en possession. Voilà, l'accès à l'outil où justement on présente du texte, des images, des audios. Et l'idée est de se dire, tiens, est-ce que c'est généré ou pas par l'IA? Il y a même des podcasts. Alors ici, on va vous présenter une vidéo justement et on va voir un petit peu IA ou pas IA. Je partage ça tout de suite. 年あって私はスタースターミガユキ千葉お金稼ぐ俺らはスターお金稼ぐ私はスタースタースタースタースターキラキラ私はスターElle a eu énormément de succès, cette vidéo, sur TikTok notamment. Ouais. On est vraiment dans un calibrage pour jeunes, au niveau du rythme, etc., du temps, beaucoup tourné. Alors, on se pose la question de savoir si c'est IA ou pas IA, mais je vais donner la réponse directement. Il n'y a rien de... Le terme vrai ici n'est pas juste, mais en tout cas réel,
mais ce sont des contenus très réalistes, mais les humains sont des productions d'IA. Toute cette vidéo est une production IA. Et c'est assez intéressant de le constater parce que finalement, ça passe sur notre fil d'actualité. Voilà, on ne se pose même pas la question de savoir si c'est de l'IA ou pas de l'IA, mais ce ne sont pas de vrais humains dans cette vidéo. Alors, ça pose aussi la question, ben voilà, il y a des gens dans le métier maintenant, c'est de développer des vidéos, du contenu cinématographique à base d'IA, en fait. Ça devient, par exemple, un nouveau métier qui est je développe des contenus IA. Alors, la question aussi se pose, ben, finalement, c'est une pub et est-ce que le fait qu'on utilise de l'IA ou pas de l'IA, ça mérite vraiment notre attention? On se pose la question de plus en plus parce que finalement, c'est une catégorie qui est la publicité, qui a pour but de nous vendre quelque chose, il y a un intérêt à l'arrière. Et finalement, exercer notre esprit critique à ce niveau-là, est-ce vraiment le plus important? Est-ce que c'est là qu'on doit se concentrer? Exactement. On se pose la question actuellement de se dire, est-ce qu'il n'y a pas des domaines d'information où là, vraiment, l'esprit critique doit être mis en exergue, doit être développé et ne pas se disperser en fait, parce que finalement, analyser chaque contenu pour voir si c'est de l'IA ou pas de l'IA, si l'information est véridique ou non, c'est impossible. On est des humains et on doit dormir un moment. Et du coup, poser la question, c'est un peu y répondre, justement, de savoir s'il faut se concentrer plutôt sur des facultés informationnelles, évidemment. Et d'ailleurs, ça avait été dit dans le chat, notamment les fake news, que l'IA pouvait utiliser justement toutes ces techniques pour parvenir aux fake news. Et vous avez d'ailleurs listé trois définitions, donc malinformation, mésinformation et désinformation. Donc, c'est pas la même chose. Alors, non, effectivement, il y a des défis éthiques en matière de désinformation, mais il est intéressant de voir la question de la mésinformation et de la malinformation. Ici, on va essayer de vous illustrer désinformation par IA et mésinformation par IA. Alors, qu'est-ce qu'on entend par malinformation? Mais la malinformation, en fait, est une information incomplète, imparfaite. Il n'y a pas d'office une volonté de nuire à l'arrière, mais l'information va arriver à la personne de manière incomplète. La mésinformation, c'est une information fausse, mais qui n'est pas donnée de manière volontaire. Voilà, ça peut être simplement une erreur. Et la désinformation, là par contre, il y a une idée de manipulation, de nuire. On est dans ce qu'on appelle les fake news, les infox, et dans le domaine de l'IA, le développement de ce qu'on appelle les deepfakes, en fait, qui sont des fake news, en fait, présentées sous forme de vidéos qui vont être falsifiées par IA. Et ça, c'est de plus en plus important dans le domaine de l'IA génératif. La fake news est devenue limite une manière de faire de l'information. La vidéo, mais donc oui, effectivement, il y a tout justement cette question de manipuler l'opinion publique et ça, évidemment, ça pose question. Et on va vous donner un petit jeu justement ici avec une vidéo de notre ami Vincent Flibustier. Vous voulez présenter le concept? Oui, alors c'est justement une vidéo de Vincent Flibustier qui est également un formateur très performant en termes en termes de technologie et d'information. Alors sous son côté un petit peu parfois humour comme ça, c'est quelqu'un qui a de grandes compétences et il a développé cette petite vidéo en fait dans laquelle en fait il se partage l'écran. Il y a lui qui a été filmé, mais il y a aussi son avatar. Donc, qui n'est pas lui, son avatar virtuel. Et il propose un petit jeu de repérer dans cette vidéo, quand est-ce que mon avatar virtuel est en train de parler. Essayez de repérer, il va faire différentes petites phrases qu'il va énoncer, repérer quand est-ce que c'est l'avatar numérique qui énonce une phrase. Et donc, je vous ai, pour les modalités, je vous ai déjà ouvert le sondage. Quelles sont les phrases prononcées par un avatar virtuel? Donc voilà, vous pourrez les cocher, ensuite valider et on analysera vos réponses. Écoute, c'est parti. C'est parti. Bonjour, je viens de créer mon avatar en ligne. Ce que vous voyez ici n'est pas vraiment moi qui parle, mais une IA. Nous allons maintenant jouer à un jeu. Vous allez devoir trouver les phrases qui ont été prononcées par mon avatar virtuel et non par moi. Mettez en commentaire les chiffres des phrases qui sont prononcées par l'IA. J'adore les poneys, surtout avec du ketchup. Le petit lapin court dans la forêt. Ceci est une véritable vidéo. Je ne contracte pas, je ne me soumets pas aux mercenaires de l'État mafieux de Washington DC. Toujours rien pour David et Laura. Je suis belge, donc évidemment que je mange des frites.
Je ne sais pas si la Terre est plate, mais l'eau est plate en tout cas. Salut à tous et à toutes, je suis ici pour vous donner cours à la place de Vincent, qui avait la flemme de se lever ce matin et qui a donc tapé toute sa formation dans une IA. Je suis une petite truie mignonne. Voilà, c'est terminé. À vous de jouer en commentaire maintenant. Dites-moi quelles phrases ont été prononcées par l'IA. Voilà pour la petite vidéo de notre ami Vincent. Alors, je regarde du côté des sondages. Vous avez été au taquet, hein, directement. J'ai eu toutes les réponses qui sont arrivées d'un coup. Alors, je vais juste préciser, il y a quand même quelque chose qui est important, c'est qu'ici, on est attentif quand il y a un fake, quand c'est fake. Mais sur notre fil d'actualité, sur Internet, on n'a pas toujours cette attention, je veux dire. Et donc, là, c'est quand même relativement questionnant. Quand on a, enfin, pour avoir fait l'exercice hier, du coup, même quand on est attentif, c'est déjà difficile. Hein, donc, alors, pour eux, la bonne réponse, il y a la 4, enfin, en tout cas, la 4 est pour 18% d'entre eux un fait, qu'elle est prononcée par la bataille. Tout à fait raison. La 8, ouais, donc la 4, c'est bon. La 8, également, 15% d'entre vous l'ont trouvé. Tout à fait, la 8 est également dite par l'avatar virtuel. La 5 par 13% d'entre vous, effectivement. Oui. Et la 1 par 11% d'entre vous. Donc, on a quand même les 5 premiers. Il manque la 7. Il manque la 7 qui a été trouvée par 8% d'entre vous. La 7e était également prononcée par l'avatar de Vincent. Mais donc, dans la majeure partie des cas, vous avez trouvé. Donc, bravo à vous pour cet exercice qui, comme je l'ai dit, n'était vraiment pas facile. Pas facile et sur lequel, comme on le redit ici, on avait notre réflexion et d'attention mise dessus. Mais effectivement, voilà, je trouve que c'est un bon exemple pour montrer ce qu'est un deepfake. Ici, on s'est posé justement la question, nous, tiens, c'est facile de créer un deepfake. Voilà, on s'est dit finalement, on va essayer de créer un deepfake. Et il y a un bon point, c'est qu'en ligne, on ne passe pas par des logiciels qu'on télécharge plus performants, créer un deepfake en ligne, c'est pas si simple que ça, parce qu'il y a beaucoup de garde-fous qui sont mis en place, notamment par rapport, je pense, au cadre européen, qui ne permettent pas de télécharger une photo et de faire dire n'importe quoi à cette photo. Et même un kidam moyen, je veux dire, je voudrais par exemple faire un deepfake sur Franck et lui faire dire n'importe quoi. S'il n'est pas devant son ordinateur et on ne peut pas confirmer que c'est bien lui, qu'il allume sa webcam, qu'on prend une photo, on ne peut pas mettre la photo de n'importe qui. Il y a pas mal de garde-fous qui sont mis en place, mais vous allez voir que ces garde-fous ont leurs limites. Nous sommes tombés sur un site, on a rentré des photos du président français et il en a refusé beaucoup, celle où il a l'air plus âgé. Mais par contre, les photos, il est plus jeune. C'est passé. Elle est passée. Il n'a pas identifié le président français. Et donc, nous avons après cherché, on vous en parlera, un générateur de voix qu'on a trouvé en 2 minutes, on n'entend pas, générateur de voix de célébrité. Alors, je vais peut-être te laisser mettre la vidéo, voilà. Elle dure 2 secondes. Alors, nous avons mis bien évidemment un gros fake au-dessus de sa tête parce que l'idée n'est pas que nous ayons des problèmes avec le site EDRA parce que les choses sont claires que, voilà, c'est interdit de faire ceci. Alors, et d'ailleurs, elle s'appelle fake.mp4. Ça vient clair. Je vous la lance. Très chers concitoyens, très chères concitoyennes, je déclare officiellement que la France est dorénavant annexée à la Belgique. À partir d'aujourd'hui, je délègue donc toute mon autorité à Sa Majesté le roi Philippe de Belgique. Voilà, pour les 15 secondes de fake, on va l'appeler comme ça. Voilà, alors ici, on va aborder ici cette question. Vous disiez, on a cherché un générateur de voix de célébrité et en fait, on est tombé sur ce site que je ne peux pas partager malheureusement, MioCreate, mais est-ce que tu sais le partager ? Oui, je peux. Parce qu'il y a quand même, on parlait justement qu'il y avait encore beaucoup de défis à relever par rapport au cadre européen et je pense que c'est relativement questionnant que ce genre de site soit encore… C'est ça. Je vous le mets déjà dans le chat et je vais partager mon écran. Ce site-là, c'est un bon exemple de choses qui ne vont pas. Par exemple, si on veut cloner une voix, comme l'a dit Aurélie, il y a des garde-fous. Si vous voulez cloner une voix de façon très correcte, vous allez devoir parler beaucoup. On parle de parfois plusieurs heures. Et parfois, il y aura des morceaux de texte imposés pour bien signifier que c'est vous qui êtes devant l'écran. Ici, ils ont cloné des voix de personnes célèbres. Donc forcément, il n'y a pas besoin d'être devant. Ça, on ne pourrait pas le faire nous-mêmes. Un lambda ne pourrait pas le faire avec des sites comme Eleven Lab, par exemple. Sur un outil gratuit.
et vous avez déshabillage par IA. Et là, c'est fabuleux. C'est fabuleux, on voit les ravages que ça peut faire dans une société. Vous rentrez une photo, on l'a fait hier, même sans inscription, une photo. Pas de problème, ça passe. Mettez, vous voulez, la personne en maillot de bain ou à la lingerie de manière pulpeuse, et le résultat était assez... Voilà, ça pouvait tout à fait passer pour une photo réaliste. Okay. Et là, on se questionne. Voilà, quand on vous disait qu'il y a encore des défis à relever, on imagine très bien les dégâts que ça peut avoir dans une cour d'école, mais entre des adultes également. Et le tout sans connexion, gratuitement, c'est trouvable en 3 minutes sur Internet sans problème. Ça pose question, effectivement. Ça, c'est évidemment pas le genre d'outil que nous on référence dans les outils qu'on propose en éducation. Celui-là, on le référence évidemment pas. Parce qu'on est tombé dessus en 2 minutes en cherchant un générateur de voix. Donc, si on est tombé dessus, n'importe qui peut tomber dessus rapidement et qu'il n'y a aucun garde-fou à ce niveau-là. Alors, on vous propose ici une petite vidéo qu'on va mettre en route parce que la question des deepfakes, en fait, ça va plus loin que vouloir faire passer pour vrai une information fausse. On n'est limite plus dans ce cadre-là actuellement. On est au-dessus de ça. On est au-dessus de ça. Et on l'a bien vu avec la manière dont Trump a mené sa campagne électorale. L'idée n'est pas, comme on disait, de mettre une information en se disant les gens vont croire que c'est vrai. Non, l'idée est d'inonder. Le fait que ça soit vrai ou ça soit faux, en fait, n'a en soi plus vraiment d'importance. En fait, on va inonder de deepfakes. Comme ça, les gens, en fait, ils vont se mettre à douter de tout. Ils ne savent plus si c'est de l'information véridique ou de l'information fausse. Donc, dans le doute, on va tout remettre en cause. Et ça, c'est une dérive d'inonder le net de deepfake, en fait, finalement, la remise en cause de tout. Alors, remettre en cause les choses est une bonne chose, mais comme on disait, voilà, on a besoin aussi de quelques certitudes. Quand on regarde un JT, on espère que l'information du JT est véridique. Voilà, c'est censé, nous informer de manière juste, éthique et responsable. Mais avec ce genre de pratique, on arrive à des dérives complotistes où finalement tout est faux et tout peut être remis en question. Parce que le but de l'esprit critique est d'arriver à plus ou moins différencier ce qui est vrai, ce qui est faux, pas de penser comme tout faux. Et donc ici, ce genre de technique a pour but de pouvoir rejeter en bloc le réchauffement climatique, le Covid, tout ça. On peut tout rejeter vu que tout devient faux en même temps. Et donc on va partager la petite vidéo qui va vous montrer ce dont on parle. Donald Trump a partagé plusieurs images générées par IA de Taylor Swift et de ses fans promettant leur soutien à sa campagne présidentielle. Le problème, c'est que tout est faux. Voici ce que l'on sait. Ces images, créées par des comptes de soutien du camp républicain, connus pour désinformer, montrent des Swifties, donc des fans de Taylor Swift, souriant, portant des t-shirts Swifties for Trump, et même une Taylor Swift déguisée en oncle Sam, appelant à voter pour Trump. La réalité, c'est que la chanteuse n'a jamais soutenu Trump, mais ça n'a pas empêché l'ex-président de publier ses images avec la légende « J'accepte ». Mais ce n'est pas tout. Ces derniers jours, Trump a aussi partagé une fausse image de Kamala Harris lors d'un soi-disant meeting communiste, ainsi qu'une vidéo deepfake où il danse avec Elon Musk, qui a d'ailleurs récemment exprimé son soutien à Trump et qui a réactivé son compte X. Cette avalanche de contenu généré par IA soulève de grosses inquiétudes à l'approche de l'élection présidentielle américaine en novembre. L'ancien président promeut régulièrement des fausses informations et des théories du complot. Le problème, c'est qu'une augmentation des contenus manipulés conduit à un scepticisme général à l'égard de tous les contenus, même ceux qui sont authentiques. Ça permet à des politiques de rejeter plus facilement des informations vérifiées. Les chercheurs en désinformation appellent ça le dividende du menteur. Bien que les grands noms de l'IA comme OpenAI ou Microsoft aient mis en place des garde-fous pour empêcher la création de contenus politiques, certains utilisateurs trouvent toujours le moyen de contourner ces restrictions. Le générateur d'images Grok d'Elon Musk, par exemple, est capable de créer une variété d'images controversées que d'autres outils rejettent. Résultat, une explosion de deepfakes autour des élections, y compris des images politisées, des célébrités manipulées et même des contenus très sensibles. Voilà, on voit que là, l'enjeu devient de plus en plus important et questionnant et on va en revenir à cette idée de sensibilisation des citoyens par rapport à ces questions parce que ça en devient une question d'ordre démocratique à ce niveau-là. Alors là, on était dans la désinformation. On va vous proposer ici un petit peu la mésinformation, d'aborder cette fameuse mésinformation, parce que l'IA est aussi génératrice de mésinformation. On parlait d'hallucination. Effectivement, une IA dit très peu souvent qu'elle ne sait pas. On est vraiment, c'est même jamais arrivé l'IA qui dit « je ne sais pas ». Ça n'est pas arrivé, elle va de toute façon nous répondre quelque chose et tant pis si c'est faux. Avec beaucoup d'assurance, c'est ça qui fait. Elle ment avec un aplomb incroyable. Positif et en disant qu'on a toujours raison parce qu'on a raison sur tout. Alors ici, on a fait le test en fait, ce sont les devoirs de notre fils. Des professeurs C'est tout, chaque semaine, il reçoit en fait un
cette question de culture générale. En fait, l'exercice est très chouette, hein, et il doit y répondre en demandant à ses parents, en cherchant sur Internet. C'est un exercice d'éducation aux médias. Et ça fait 2 ans qu'il fait ça toutes les semaines, et nous avons changé un peu la donne, c'est-à-dire que nous scannons son devoir avec l'appli ChatGPT, nous demandons à ChatGPT de répondre, et nous demandons à notre fils à ce moment-là de vérifier les réponses de ChatGPT. Vous allez dire, pourquoi demander? Il n'y a pas une seule fois où il n'y a pas eu une erreur. On a encore un cas plus récent, mais on n'a pas mis ici. Alors, on vous propose ici, par exemple, j'espère qu'on voit bien à l'écran, vous avez les questions et vous avez les réponses. Est-ce que vous sauriez, voilà, les réponses de ChatGPT, ici à côté, identifier l'erreur? Il y en a une seule. Il y en a une seule, oui. Et je vous ai ouvert le sondage, du coup, les sondages, où il se trouve. Et donc, dans les questions, on a: dans quel pays le Rhin se jette-t-il dans la mer? Où le Parthénon s'élève-t-il? Près de quel océan se trouve Vladivostok? Quelle est la capitale du Brésil? Qui a découvert la pénicilline? Quelle est la durée du mandat d'un bourgmestre? Et dans quel pays la bande dessinée est-elle née? Alors, on attend vos réponses dans l'onglet sondage, parce que pour l'instant, on n'en a qu'une. Donc, on attend que ça réponde un petit peu. Je regarde un petit peu également. Voilà. Allez dans l'onglet sondage pour nous dire finalement où se trouve l'erreur à cette question. Donc là, finalement, on teste un peu votre culture. C'est clairement ça. On est un peu dans la question branche. Mais on a rarement un taux de réponse aussi juste, aussi élevé. On fait souvent avec des enseignants. Oui, on fait souvent. Alors, pour 54% d'entre eux, la mauvaise réponse, du coup, c'est que la bande dessinée est née en Suisse. S'ensuit après, à part égale, le Rhin et Vladivostok. Et on a une personne qui nous parle de Brasilia. On va attendre que les votes arrivent encore un petit peu, hein, parce que vous avez voté bien plus en masse tout à l'heure. Donc, on attend. Voilà, on arrive finalement au quota, on va dire. Donc, pour vous, la bande dessinée est née en Suisse n'est pas une bonne réponse. Eh bien, je l'ai appris hier. Elle est née en Suisse. Tout à fait. Oui, hein. On s'amuse beaucoup. Alors, la mauvaise réponse, en fait, c'est la une. Le Rhin ne se jette pas en Allemagne dans la mer du Nord, en fait. Le Rhin se jette aux Pays-Bas. Et là, ça illustre bien comment fonctionne une IA. On l'a dit tantôt, ce sont des données les plus probables qui vont émerger. Dans la base de données de ce système d'IA, de ChatGPT, il y a un lien, une occurrence plus répétée entre Rhin et Allemagne. Parce que dans notre inconscient collectif, Seconde Guerre mondiale, on est en plein dedans. Et donc, la réponse la plus probable, c'est qu'il se jette en Allemagne, dans la mer du Nord. Mais ce n'est pas le cas, en fait. Donc, elle est imparfaite, pour reprendre. C'est qu'elle se jette bien dans la mer du Nord, mais au Pays. Exactement. C'est ça. Tout à fait. Alors, cette question-là, si vous posez la question à ChatGPT maintenant, il ne se trompera plus. Donc, on voit vraiment qu'il y a une évolution qui se fait au niveau de la qualité des réponses. Cependant, quoi qu'on demande, il y a toujours cette phrase dans le bas de ChatGPT qui indique bien que ChatGPT peut commettre des erreurs et qu'il faut vérifier les informations qui seraient importantes. De nouveau, ils sont assez clairs là-dessus sur le fait qu'ils font des erreurs, il ne faut pas les prendre pour argent comptant. Alors ici, je vais juste passer très vite dessus vu le timing, mais globalement, un autre questionnaire, une autre erreur, effectivement, c'est par rapport à la question de la Calédonie. En fait, comment appelle-t-on la Calédonie aujourd'hui? Il nous dit la Calédonie s'appelle la Nouvelle-Calédonie. Non, la Calédonie, c'est l'Écosse. La Nouvelle-Calédonie, ça se situe du côté de l'Australie. Ce sont deux choses séparées. Exactement au même endroit. Alors, ici, on voit qu'il y a encore une erreur. Récemment, on a fait ça avec les jeux de cartes. Il y avait une erreur, quelle est la carte où on ne voit pas les mains? Et là, voilà, il n'a jamais trouvé la bonne réponse. Et on s'est posé la question. Alors, vous avez vu que ChatGPT, en fait, a développé la fonction Search. Même en compte gratuit, maintenant, toutes les IA ont ça, une fonction Search qui permet, en fait, d'être connecté en direct à Internet. On se dit, si il se connecte à Internet, il va aller chercher l'info dans la base de données, dans les moteurs de recherche, et voilà. L'information risque d'être plus juste que dans la base de données de ChatGPT, où finalement, ça s'arrête en 2021, je pense. Hein, voilà. À la base, après. Voilà, 2021. Et en fait, si on pose la question du Rhin, effectivement, en activant la fonction Search, donc cette fonction Internet de type moteur de recherche, il ne se trompe plus. Mais pour la question de la Calédonie, en fait, il continue à se tromper. Donc, oui, c'est dingue. Il faut vraiment le réorienter, lui dire non, je parle de ça. Et c'est ce qu'on avait dit avec l'aplomb, hein. Tu lui demandes, tu es sûr? Oui, je suis certain. Et il continue. Il est totalement dans le fond.
Alors ici, quand vous aurez support, on va pas les ouvrir, mais il y a 2 articles en fait très intéressants. On vous conseille, si vous êtes intéressé par la question de l'IA, de suivre Génération AI de Benoît Raphaël, en fait, qui produit des articles excessivement intéressants, notamment sur les enjeux, sur l'évolution de l'IA. Alors, dans le premier article, en fait, c'est assez intéressant parce que OpenAI a lancé une grande enquête, en fait, où ils ont analysé les meilleurs modèles pour voir la fiabilité des réponses. Et ils ont analysé Claude aussi, enfin, ceux qui ont bien voulu. Et en fait, la conclusion, c'est que moins de 50% quand on utilise les meilleurs modèles, moins de 50% des réponses sont des réponses justes. Et donc, plus d'une fois sur 2, même les meilleurs modèles se trompent. Plus récemment, ça c'était en novembre, en février, la BBC a lancé une grande enquête pour savoir par rapport aux questions d'actualité spécifiquement. Et on arrive au même résultat quand ça concerne une question d'actualité. Il y a moins de 50% de réponses justes par les LLM, les grands modèles de langage en fait. Donc tout ça pour dire que voilà, on peut très vite tomber dans à ce moment-là, la mésinformation, une information qui est incorrecte et même de manière complètement involontaire. Voilà, alors nous allons clôturer la partie IA générative qui, voilà, par d'autres questions qui sous-tendent la question des droits d'auteur, c'est aussi un enjeu parce que vu que ça génère un nouveau contenu, un contenu original sur base de contenus existants qui ont généralement alimenté la machine à l'insu des personnes. Donc voilà, où se situe finalement la question des droits d'auteur quand quelque chose ressort de l'IA. D'ailleurs, quand on lui demande de citer ses sources, il dit non, c'est moi. Oui, c'est moi. Mais qui s'est inspiré effectivement d'œuvres d'art. Alors il y a énormément de procès actuellement concernant les artistes, les écrivains par rapport à OpenAI, par rapport aux différents modèles de langage, Spotify, tout à fait. La question de la diversité culturelle, on l'a déjà abordée effectivement, parce qu'effectivement, si une IA est nourrie par le prémisse d'une culture unique, par exemple la culture occidentale, est-ce qu'on ne risque pas de perdre en termes de diversité culturelle et d'aller vers une standardisation, en fait, un renforcement, on va dire, des standards culturels occidentaux, excusez-moi. Et donc là, on voit tout l'enjeu éducatif en termes d'esprit critique, mais aussi démocratique, politique, qui est sous-jacent à l'émergence de l'IA générative, en fait. Ok. Alors, très vite, on va aborder le dernier point. Qui est la question de la responsabilité. Qui est un gros point aussi, on va pas se cacher. Tout à fait, et qui rejoint les autres points. On a justement une question dans je vous ouvre le sondage, mais on en parlait tout à l'heure, justement, de la fameuse question de si une voiture autonome vient à provoquer un accident, mais qui est responsable finalement? Est-ce que c'est le constructeur, le conducteur, le programmeur? Voilà, des questions, ça soulève un tas de questions, dont celle-là et voilà, toutes ces responsabilités légales. Tout à fait. Alors, soyons clairs que pour l'instant, on n'a pas la réponse à cette question de qui va être responsable de quoi. Tout simplement parce que les cas ne sont pas encore sortis. Et puis, ça va vraiment dépendre aussi des politiques de conditions d'utilisation des différentes IA qui essayent de se couvrir par rapport aux risques. Ça, pour l'instant, il n'y a pas de réponse, mais la question va clairement se poser. Est-ce que ça va être une question de programmation, de validation, le conducteur, et finalement au niveau de la conséquence, parce qu'on a des conséquences beaucoup plus graves. Si on a juste un petit bug, c'est une chose. Si on a quelqu'un qui est mort et qui est resté sur une voiture, c'est nettement plus grave. Donc ces questions-là vont se poser par la suite. Mais pour l'instant, il y a des cadres juridiques en fait qui sont encore sans précédent, mais qui vont devoir être mis sur la table à un moment ou l'autre. Ouais, d'ailleurs, c'est un peu le cas. Maintenant, si on a une voiture autonome, on doit quand même avoir les deux mains sur le volant pour réagir en cas d'imprévu. D'ailleurs, pour la petite histoire, 47% nous disent que c'est le constructeur qui serait responsable, le conducteur à 38%. Le programmeur, lui, est un peu plus tranquille, on va dire, à 18% d'entre eux. Et la question se pose aussi, par exemple, à des systèmes au niveau éducatif. On sait qu'il y a des IA adaptatives, prédictives sur, par exemple, les parcours scolaires des enfants et des choses ainsi. Quelle est la part de responsabilité dans la prise de décision de l'IA ? Voilà, et quelle place on veut lui laisser aussi à ce niveau-là. Voilà. Au niveau médical aussi. Médical. Alors, un point qu'on n'a pas abordé encore maintenant, mais qui pose énormément de questions, et d'ailleurs, on avait fait un webinaire à ce sujet, c'est l'empreinte écologique phénoménale de l'intelligence artificielle. Alors, au niveau de l'empreinte écologique, effectivement, il y a énormément de coûts de l'intelligence artificielle, et le coût principal, il est pas tellement dans la création. La création coûte, ça on va pas se mentir, mais il est principalement dans l'utilisation. Donc, la création, c'est une chose, le fait de monter le data center, tout ça, ça coûte. Mais l'entraînement également d'un GPT tel que ChatGPT 4
va coûter en CO2 l'équivalent de 125 aller-retour Paris-New York, donc c'est pas négligeable du tout, en avion. C'est pas négligeable du tout, mais la construction physique, c'est limité dans le temps. L'entraînement, c'est limité dans le temps. On le fait une fois. Par contre, l'utilisation, ça continue. De la même façon que votre coût principal sur votre téléphone, plus que l'achat, ça va être votre abonnement, mais le coût principal au niveau environnemental de l'IA, c'est son utilisation. Et là, en fonction de ce qu'on va en faire dans l'utilisation, on n'aura pas les mêmes coûts. Alors, Comparai est très intéressant. C'est un site qui vous permet de comparer à l'aveugle ou pas à l'aveugle différentes IA génératives au niveau des chatbots et voir qu'est-ce que vous avez commencé à consommer au niveau de CO2, au niveau du temps de visionnage d'une vidéo ou autre. C'est vraiment intéressant. On ne va pas le faire maintenant parce qu'on manque un peu de temps déjà Oui, et que c'est pas le sujet. Vraiment, parce que c'est très bien fait en fait et surtout c'est questionnant quand on voit une petite conversation, boum, l'équivalent de 3 minutes de vidéo YouTube, boum, l'équivalent de 30 minutes d'une ampoule LED allumée. Mais je me souviens qu'on disait généralement une conversation basique avec ChatGPT au début, c'était une bouteille d'eau d'un demi-litre, quoi. Finalement, c'est vrai, ça. Comme ça pour refroidir les serveurs. Mais donc, Comparia est vraiment très bien fait à ce niveau-là. C'est dans un webinaire avec vous, d'ailleurs, que je l'avais découvert. Oui. Ah bon il y a quelques temps. Mais donc, oui, il y a des chiffres, justement, sur, comme tu l'avais dit, c'est ça, ces impacts. Qu'est-ce qui consomme le plus, finalement? Alors, sans surprise, c'est la génération d'images qui va consommer le plus. Remarquez que dans ce tableau, on n'a pas la génération de vidéos, qui n'était pas encore apparue quand ce tableau est fait. Sachant qu'une vidéo, c'est un ensemble d'images qui suivent, je vais imaginer à quel point la vidéo va être encore plus haute qu'une image. Mais clairement, générer des images, ça consomme beaucoup plus qu'une simple petite conversation, par exemple. Et là, on va arriver finalement à la conclusion, quid en termes de responsabilité par rapport à l'usage, au développement de l'IA? Alors, évidemment, les entreprises doivent garantir une transparence et au niveau d'une éthique là-dessus. Qu'est-ce que mon entreprise consomme par rapport à l'IA? Il y a des IA plus écologiques que d'autres. Les gouvernements doivent encadrer et former les citoyens. On n'utilise pas l'IA pour tout n'importe quoi. Et enfin, les citoyens doivent prendre leurs responsabilités aussi, avoir un usage éclairé et critique. Il est clair que pour aller faire les courses le samedi, je vais prendre ma voiture. J'ai pas le coffre, je peux pas tout porter à bout de bras. Maintenant, il n'est pas nécessaire de démarrer la voiture pour aller chercher un pain à la boulangerie qui se trouve à 100 mètres de chez moi. C'est un peu la même chose avec l'IA. Il y a clairement des travaux où l'IA est là, ça va être intéressant de l'utiliser, ça va être un gain de temps, ça va être un gain qualitatif. Pour d'autres, c'est peut-être pas la peine de jeter une demi-bouteille d'eau par la fenêtre à chaque fois qu'on a besoin d'une petite phrase. Mais on le voit assez bien, nous on voit dans le monde de l'éducation et de la formation, les gens maintenant ont tendance à, dès qu'ils veulent une image, à la générer. En fait, sinon dans Canva, elle existe, elle est là et elle est limite. Voilà. Je veux dire, je ne vois pas l'utilité de faire générer une image quand elle existe déjà, qu'elle a déjà eu un coût de production. Donc voilà, il y a des questions à se poser quelque part par rapport à cette nouveauté de je peux créer quelque chose finalement qui est déjà là. Tout n'est pas tout blanc et tout noir. La création par humain a aussi également consommé. Nous, humains, consommons du CO2, émettons du maçon. Donc, tout n'est pas tout blanc et tout noir. Mais le plus simple à retenir, c'est que l'IA, c'est un bon outil, mais on n'est pas obligé d'utiliser tout le temps pour n'importe quoi. On va s'arrêter ici, parce que je pense qu'on est vraiment à la limite. Après, il y a pas de pub. On va nous envoyer les liens. On vous a mis des petites références d'ici 2 articles très intéressants et l'IA Box Éducation en fait, qui est une box que nous avons créée depuis novembre 2022, qui répertorie toute une série d'outils qui sont catégorisés aussi bien, pour l'éducation en free ou en freemium, mais il y a aussi toute une partie de ressources. Si on veut, par exemple, aller plus loin sur la question des enjeux, nous avons une partie enjeux, une partie pédagogie, une partie actualité, une partie sur, si je veux plus approfondir, c'est quoi l'IA. Donc voilà, c'est vraiment une boîte à outils importante qui permet d'aller chercher l'information. En tant qu'animateur EPN, je pense que voilà, ça peut être intéressant si on veut aller dans tel ou tel domaine. C'est gratuit, je veux dire, on ne met pas du tout d'argent là-dessus. On l'utilise pour nous, bien sûr, pour préparer nos formations et rester au courant. Mais voilà, tant qu'à faire, autant la mettre en public. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Aurélie et Franck, de nous les avoir partagés. D'ailleurs, les remerciements se succèdent dans le chat. Voilà, merci. Un grand merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Et invités. C'était avec plaisir. Merci à Eric et Hello qui étaient dans le chat. Top ce webinaire. Merci à tous, mais merci à vous. Surtout de nous avoir suivis. Passez toutes et tous une belle journée, peut-être de bonnes vacances aussi, puisque ce sont les congés. Vous avez peut-être quelques congés qui arrivent, donc profitez bien. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir.